Donc, et on doit avoir des institutions fortes. On doit veiller à ce que ces institutions soient respectées. Le peuple doit veiller à ce que ces institutions soient respectées. C'est tout simplement ça. Nous avons des partis ethniques. Tant que nous aurons des petits partis ethniques, les choses ne marcheront pas. Moi, ce que je voudrais, je l'ai dit dans le sujet, c'est qu'on tire les enseignements de ces élections. Nous avons des leaders, 40 ans, on va avoir d'autres qui vont arriver. On a quand même en face d'eux une opposition, des oppositions. Et moi, l'analyse que nous avons faite avec vous et puis d'autres, on en a parlé, tout le monde constate qu'il y a un syndicat des présidents au pouvoir et que ce syndicat se tient vraiment la main. Alors, ce qui est étonnant, nous avons aujourd'hui au Togo une femme, Madame Nyangambe, qui a été arrêtée, mise aux arrêts en prison. Personne n'en parle, c'est comme si elle n'a jamais existé. Et ce qui est étonnant, tous les leaders de l'opposition africaine, on en parle, eux aussi, personne ne demande sa libération. Alors on a l'impression qu'en Afrique, notamment francophone, l'opposition ne vit que pour son pays. Ça peut porter des titres africains, panafricains, mais ce n'est que pour son pays. Alors la question que je pose, au-delà des oppositions, des leaders d'opposition, est-ce qu'il y a des enseignements que nous pouvons tirer? Pourquoi les présidents restent 40 ans au pouvoir? Pourquoi un président de 92 ans, de 83 ans peut s'amuser avec son opposition? Il sait qu'il n'aura aucune résistance, que rien ne va l'empêcher de s'asseoir sur les lois, sur la Constitution. Il sera là autant que lui le veuille. Quels sont les enseignements que tirent les oppositions? On a en face de nous, je vais essayer de terminer par là, beaucoup d'opposants qui eux aussi ont un certain âge. Il y a des oppositions où c'est moi ou c'est personne, comme le pouvoir. C'est moi au pouvoir ou c'est personne. Au Congo, on a des opposants désignés. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposants désignés. Ceux qui pouvaient faire chuter M. Ouattara ont été écartés. Thiam, Gbagbo, même Soro qui est à l'extérieur. Au Congo, on n'a pas encore écarté. En tout cas, au Cameroun, on en a écarté. Est-ce qu'il n'y a pas de leçon que peut tirer la société civile et les oppositions pour changer et pour être réellement un contrepoids à ces présidents qui se permettent de narguer la population? On va commencer par vous, Madame Miaka. Écoutez, moi je pense que ça devrait être, ça serait une très très bonne initiative, hein, mais bon, bon, les présidents au pouvoir aujourd'hui, les grands dictateurs, c'est vrai qu'ils bénéficient de la solidarité des autres présidents. Il faudrait penser justement à constituer justement une force militaire. Hein. Comment? Il faudrait penser à constituer une force militaire parce que ces gens-là, c'est vrai, ils se soutiennent dans le mal. En vrai, ils se soutiennent dans le mal. Ils savent très bien que c'est la population qui est brimée et qui est tuée, mais pour autant, le dictateur d'à côté, il va prêter main forte. Leur organisation va prêter main forte en envoyant des militaires. Donc, pourquoi pas, effectivement, une création d'une unité de force militaire pour l'opposition. Mais encore faut-il qu'elle soit reconnue. Parce que le problème, c'est ça. Cette force-là, les militaires qui sont prêtés, les dictateurs qui prêtent main forte à d'autres dictateurs, c'est parce que eux, leur force militaire est reconnue. Mais l'opposition, comment fera-t-elle pour faire reconnaître une force militaire? Déjà, l'opposition. Comme dit Mme Mopou, c'est déjà ne pas respecter la loi de créer une force d'opposition militaire. C'est anticonstitutionnel. Pourquoi ne pas simplement avoir la capacité de réunir des opposants, de réunir de manière institutionnelle des contrepoints structurés? On parle de radio, on parle de médias, de communication. Il y a beaucoup de moyens. On a dit que Gandhi a réussi à chasser les Anglais en étant pacifique. Il y a plusieurs moyens pacifiques de pouvoir contrebalancer. On vient de voir à Madagascar, les jeunes ont fait le mouvement, l'armée a suivi après. Pourquoi les oppositions, comme vous dites, au lieu de créer une armée qui est anticonstitutionnelle, n'arrivent pas à convaincre les militaires qu'eux vont réellement travailler pour le pays? C'est ça. Pourquoi on n'arrive pas à convaincre les militaires à rejoindre
le peuple qui n'en peut plus. Oui, mais monsieur Belébé, j'ai envie de vous dire une chose, hein, parce que ces forces-là, ces militaires-là, mais en vrai, les militaires, ils sont pas, c'est pas, les militaires, c'est pas qu'ils sont pas pour l'opposition. Ces dictateurs, quand ils sont au pouvoir, ils font en sorte que les militaires qui arrivent, qui oppressent, qui sèment la terreur et la peur, soient pas des militaires même du pays. C'est ça le problème. La stratégie, c'est ça. Sinon, les militaires eux-mêmes, mais si les militaires eux-mêmes, ils sont déjà gardés, avalés par d'autres mercenaires, traités par les autres dictateurs, mais ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Sinon, les militaires du pays, ils sont pour le peuple, en vrai. Donc, ils sont pour l'opposition, puisque l'opposition est pour le peuple. Donc, en fait, on est dans un chemin où le serpent se mord la queue, quoi. C'est ça. Quand on prend l'exemple de chez nous, par exemple, on a les militaires ivoiriens, mais autour des militaires, les militaires ivoiriens sont au centre, mais ils sont entourés de d'autres militaires, soi-disant ivoiriens, mais qui eux-mêmes ont été fabriqués, importés, qui n'ont pas fait l'école de l'armée, mais à qui on a donné des armes pour surveiller ces militaires ivoiriens, et eux-mêmes surveillés par les militaires mercenaires qui ont été prêtés par les autres dictateurs. En fait, c'est un cercle vicieux. Ces dictateurs-là, c'est des vicieux. Moi, je pense que l'histoire de créer une force pour pouvoir aller convaincre les militaires, ces militaires-là, ils sont pour le peuple, hein, mais en réalité, eux-mêmes, ils sont encerclés. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est de trouver une solution dans nos lois, dans nos constitutions, pour qu'un nombre de mandats soit limité et qu'il n'y ait même pas l'ombre d'un doute et de discussion à faire un autre mandat, sous le prétexte que le président Ouattara a utilisé en 2020, quand soi-disant celui qu'il avait choisi est décédé. Donc, on doit avoir des institutions fortes. On doit veiller à ce que ces institutions soient respectées. Le peuple doit veiller à ce que ces institutions soient respectées. C'est tout simplement ça. Parce que nos présidents dictateurs, là, ils font en sorte que les militaires qui sont, eux, pro-peuple, parce qu'ils ont leur famille, parce que, imaginez-vous, un militaire ivoirien qui rentre, on les envoie dans un village, comme ça a été le cas pour la mascarade électorale qui a été organisée le 25 octobre dernier. On les envoie dans un village en train de semer la terreur, en train de brûler, de tuer des gens. Mais les personnes qu'ils vont tuer, ils les entendront crier, ils les entendront parler, pleurer dans l'ethnie. Mais le militaire qui est là, ça pourrait être ton parent, ça pourrait être ton compatriote ethnique. Donc, en fait, c'est pas les militaires, c'est pas l'armée qui pose problème. Parce que l'armée elle-même, elle est prise en otage. C'est les institutions. C'est la méthode qu'il faut trouver pour enlever ces gribouts. En plus, c'est des vieux, c'est des vieilles personnes, alors que chez nous, quand tu es vieux, c'est synonyme de sagesse. Mais ce n'est pas le cas avec nos présidents. Donc, moi, je pense que la solution ne se trouve pas là. La solution, c'est de faire en sorte que nos institutions soient respectées. Prenons le cas de Donald Trump, qui avait déjà fait un premier mandat, qui est en train de faire le deuxième mandat. La Constitution américaine lui interdit de faire un autre mandat, même si lui-même il a envie de se présenter, mais il sait qu'il y a la Constitution derrière qui l'interdit de faire un deuxième mandat. Donc, il le sait très bien qu'en 2028, il n'y a pas de candidature pour Donald Trump. C'est malheureux, c'est regrettable pour lui, puisque je pense qu'il a envie de faire un autre mandat, mais la Constitution lui interdit formellement. Et chez eux, ils respectent la Constitution. Donc, c'est nos institutions fortes qu'il faudra veiller à créer et à mettre en place. En tout cas, pour moi, c'est ça. Kaino, y a-t-il une leçon pour les oppositions, les activistes, les populations à aussi tirer et à se poser quand même des bonnes questions? Comment se fait-il que les leaders politiques, les leaders ou les chefs d'État ont le même schéma? Ils arrivent par des coups d'État, ils arrivent par des changements, ils arrivent à faire leur changement de constitution, ils arrivent à oppresser, ils arrivent à s'installer devant tout le monde et à y rester avec leurs parents, comme on le dit. Et à chaque fois, on repart toujours à zéro et on espère toujours que l'Occident va venir nous sauver. Mais les leaders, les forces nationales ne se mobilisent pas, ne tirent pas les leçons. Est-ce que pour vous, il n'y a pas de la part de l'opposition, des oppositions africaines, des leçons à tirer? Forcément, il y a toujours des leçons à tirer.
Mais il faut savoir que le syndicat des chefs d'État africains est né du fait qu'ils prennent leurs ordres au même endroit, même source. Donc, ils sont rassemblés ainsi, ils prennent, ils s'appuient sur cette même force-là. Et donc, quand cette force-là leur dit, voilà, vous ne pouvez pas céder le pouvoir, voilà, voilà, ils acceptent ça facilement. Maintenant, au niveau de l'opposition, le problème qu'il y a, c'est que d'abord, les oppositions ne sont pas bien structurées. Quand vous voyez le cas du Congo, par exemple, vous avez un chef d'opposition qui est nommé, donc proche du pouvoir. Bon, et quand vous allez aussi dans d'autres pays, même s'ils ne sont pas nommés là-bas, mais tu trouves que ce sont d'abord, nous avions aussi notre propre faiblesse. On n'a pas de moyens. Voilà ceux qui s'opposent au pouvoir. La plupart du temps, ils n'ont pas de moyens. Donc, ils sont aussi soumis. C'est pour ça qu'on est très facilement coopté par le pouvoir. Parce qu'on n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'on peut faire? On parle, mais les moyens de lutte, on n'en a pas. Donc, il y a toutes ces faiblesses-là qui font que on peut avoir une opposition et les oppositions des différents pays ne peuvent pas se tenir parce que déjà, on a des difficultés de fréquentation, des difficultés de communication, et aussi des difficultés qu'on ne se connaît pas beaucoup. Donc, nos pays sont aussi trop scindés. Voilà, donc déjà, il y a j'allais dire ça, j'allais dire racisme. Non, c'est pas le racisme, mais la différenciation des ethnies. Voilà, voilà, voilà. Regardez même dans le même pays, je prends le cas du Congo, je connais très bien. Bon, aujourd'hui, vous avez aussi les Boshi qui sont victimes de cette même politique. Mais quand tu es un Boshi, tu vas aller dans un groupe qui est dirigé par un gars du Sud. Regarde même l'image de nos propres partis. À l'exception du parti au pouvoir, tous les autres petits partis là, c'est toujours ethnique. Donc, ça arrange le pouvoir qui ne peut pas donner l'ordre pour dire non, un parti ne peut exister que si, par exemple, on organise les élections, il faut avoir tant de députés, il faut être installé par. Bon, Vous ça imaginez arrange bien le que pouvoir. s'il peut avoir les nombres de députés, M. Gaïno, si les élections étaient transparentes et bien faites, les députés ne seraient pas nommés. On sait très bien que les députés sont choisis et nommés. On ne peut pas leur reprocher ça quand même. Oui, c'est vrai. Dire que c'est ethnique, Les c'est autre députés. chose. Mais avoir des députés, c'est une autre pêche de manche. Hein. C'est Bon, l'État qui décide. je te l'accorde. Avoir les députés, c'est autre chose. Mais néanmoins, quand même, il faut savoir que nous, on est trop attachés à nos ethnies. On ne voit pas l'intérêt national. Les gens ne voient que ça. Et c'est tout. Aujourd'hui, tu es embauché, tu vas intégrer à notre groupe qui n'est pas, qui est dirigé par, je prends un exemple, Tekil Larry, je ne sais pas moi, Vili, c'est le sud, Bembe. On te regarde comme si tu étais un extraterrestre. On te voit déjà comme un traître, alors que tu es bien engagé à la cause nationale. Aujourd'hui, quand les gens critiquent le système, on ne le critique pas parce que c'est dirigé par X et Y, mais parce que nous sommes tous victimes. On est tous victimes, que l'on soit, sauf ceux qui sont au pouvoir, avec le pouvoir. C'est tout. Monsieur Gaïno, vous avez Aujourd'hui, quand même entendu que le pouvoir en place, les gens ont dit, et ça a été répété par les membres du Parti congolais du travail, le président est parti inaugurer un lycée, une liberté, il est parti à Talangaï, et on a dit, Talangaï, c'est le fief du président, c'est le fief du PCT. Mais on peut avoir un chef, mais je ne crois même pas que Talanga aujourd'hui soit le chef du président. Mais un président peut avoir un chef, un homme politique peut avoir un chef parce que, voilà, il a fait des choses là-bas. Ce qui n'empêchera pas les gens du Sud de penser que le fief est tribal. Parce que c'est ça. Mais les gens du Sud, il y en a qui sont à Talangay, il y en a qui sont à Talangay. Donc, Très quand peu, on monsieur dit Gaïno. les gens de Talangay, pardon, lorsqu'on dit les gens de Talangay, on ne distingue pas, on ne dit pas que ce sont les Mbouchis, il n'y a pas que les Mbouchis à Talangay. Donc, lorsqu'on dit comme ça, c'est une façon de parler et ce langage-là, malheureusement, il nous trompe. Mais tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que une opposition ne peut se construire que sur la base d'une idée nationale. Donc, c'est ça aussi. Et les opposants, regardent aujourd'hui, quand vous voyez les grands partis, où les partis moyens ils sont situés à Brazzaville, ils ont leur siège à Brazzaville. Et ils ne savent pas que tout le pays a besoin d'eux. Ils ne se déplacent même pas vers l'intérieur du pays. Bon, déjà, eux-mêmes, ils sont pauvres, ils n'ont pas de moyens de déplacement. Les moyens de communication, ils n'en ont pas. Le pouvoir ne leur accorde pas aussi les moyens pour se déplacer. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de facteurs qui bloquent des idées, qui bloquent la motivation, qui bloque aussi le combat. La créativité intellectuelle de ces leaders d'opposition que l'on connaît pourrait permettre de gagner en intelligence, excusez-moi, c'est pas injurieux. Se limiter à dire que l'opposition, que le pouvoir nous bloque, nous interdit, fait qu'on ne bouge pas, c'est qu'on ne tire pas les leçons du passé. Parce que si les élections se déroulent chaque 5 ans,
ok, le pouvoir va tout faire pour ne pas que les partis soient représentatifs et que puissent bouger. Vous dites que dire que le fief, c'est pas une forme de dire que Terangayi appartient. En tout cas, c'est comme ça que la base le voit. Tout le monde dit que le PCT est beaucoup plus majoritairement nordiste. D'autres disent non. Vous dites qu'il est assez représenté partout, c'est ce qui est vrai. Mais on ne peut pas empêcher que la tête, les cerveaux, ceux qui dirigent ce parti, sont majoritairement issus d'un groupe du Nord. On a vu une note aujourd'hui, signée du fils du président. Je découvre avec étonnement qu'il est président de la commission qui va investir les gens qui vont participer au congrès du PCT. Là aussi, les leçons. Est-ce que, par exemple, il n'aurait pas été, par exemple, comme on va le voir avec Mme Miaka et les autres, qu'est-ce qui empêche les militants des partis d'opposition à cotiser? Est-ce qu'on peut nous dire ici, c'est ça que reproche le PCT au parti? S'ils n'arrivent pas à mobiliser, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais si vous dites que vous êtes dans plusieurs villes, même si vous n'êtes que 100, est-ce que les 100 cotisent ne fût-ce qu'un franc chacun? C'est pas la force du PCT. Il y a la pauvreté, M. Gaïno, vous n'allez pas quand même nous dire aujourd'hui que tous les partis n'ont pas de cadre et que c'est la pauvreté qui fait qu'on ne peut pas donner un franc. Le Congolais n'est-il pas lui-même aussi égoïste? M. Gaïno, soyons sérieux. Comment on peut expliquer que c'est la pauvreté qui fasse tous les gens qui sont dans les partis politiques qu'on voit dans les réseaux sociaux ne peuvent pas mobiliser 100 000 francs? Non, il y a aussi un problème d'éducation. Il y a aussi un problème d'éducation du peuple. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois un peu le cas du Congo, même pas seulement du Congo, du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, de ces pays-là, ils ne savent pas qu'on ne peut se libérer que par la lutte. Ils sont soumis, les pauvres. Ils sont terrorisés. Et même le militantisme, tu vois, ils s'en foutent un peu. Il y en a qui disent, moi, je ne vais pas aller sacrifier ma vie pour ceci, pour cela. Donc, il y a encore cette immaturité. Les gens sont encore immatures politiquement. Ils ne voient pas que la liberté a un prix. Et les gens ne le comprennent pas. Il y a tout un travail à faire. C'est pour ça que j'ai parlé des facteurs. Je crois que Mme Opo ne pourra pas me contredire en disant que tous ces facteurs-là freinent l'évolution de l'opposition. Et en même temps, il faudrait que l'opposition ait des moyens pour pouvoir diffuser ces idées au sein de la population. Chez nous, on ne vote pas par programme. On vote par, c'est les liens tribaux ou les liens sociaux qui comptent. Il faudrait que les gens arrivent à voter par les programmes, tout ça. Il y a tout un travail qui reste encore à faire, qui n'a jamais été fait. Et ce n'est pas les dictateurs-là qui travaillent sur le clientélisme qui vont faire ce travail-là. Ce n'est pas vrai. Chez nous, il y a le clientélisme, quoi. Madame Opo. C'est ce que je pense. D'accord, Madame Opo. Oui, peut-on expliquer toujours que c'est la faute du parti au pouvoir qui nous bloque, qui fait que nous, on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire ci. Mais est-ce que c'est le parti qui empêche de pouvoir développer le nombre de membres, d'adhérents? C'est le parti qui empêche de pouvoir s'offrir du merchandising, d'avoir des produits annexes pour s'autofinancer? Et est-ce que vous pouvez ici, on va écouter Mme Miaka, comparer l'organisation ou la résistance, on va aller très clair, des pays d'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire avec les pays de l'Afrique centrale? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en Afrique de l'Ouest, les gens sont beaucoup plus résistants que nous sommes en Afrique centrale? Le Cameroun est en train de montrer l'exemple, hein. C'est en Afrique centrale. Donc, ce n'est pas question d'Afrique centrale, ni d'Afrique de l'Ouest. Mais Bakambi, à la radio, Bakambi doit être aussi force de proposition. Voici ce que je propose, si les Congolais peuvent m'écouter. Vous savez, notre problème, je l'ai dit, c'est, je crois que le frère Gaïno l'a dit, nous avons des partis ethniques. Tant que nous aurons des petits partis ethniques, les choses ne marcheront pas. Ouais. Parce que pourquoi voulez-vous? Ça, c'est de 1. De 2, qu'est-ce que vous voulez? Que les jeunes qui sont là ou les personnes qui sont là à côté viennent dans vos partis faire quoi? Il n'y a que de la théorie. Trop de théorie, tue la théorie. Il faut toujours aller dans la pratique et proposer, apporter des projets là où les personnes aussi peuvent être intéressées en disant « Ah, mais voilà, je suis dans un parti, on a tel projet. » Pas que le projet d'être député, sénateur, je ne sais pas quoi, d'attendre des postes. Pas ces projets-là, ça ne sert à rien. Je propose que ces partis-là rassemblent tous les Congolais. Créer des partis qui apporteront des propositions. Créer, par exemple, un parti des travailleurs. Là, tous les travailleurs du nord au sud, de l'est à l'ouest se reconnaîtront. Créer un parti des femmes. Pourquoi pas? Pour défendre cette cause aussi. Créer un parti des jeunes. Les jeunes se retrouveront parce qu'on va défendre leur cause. Créer un parti des écologistes. Nous allons défendre la nature. Il y a une cause.
Mais les partis socialistes, comme on aime bien copier, républicains, je ne sais pas quoi, des noms vides de sens, ici ça se comprend, mais pas là-bas. Là-bas on ne comprend pas ça. Républicain c'est quoi? Socialiste c'est quoi? Communiste c'est quoi? Nous on n'a pas besoin de tout ça. Créons-nous des partis qui auront des propositions fiables, là où chacun pourra retrouver son compte. Vous savez, c'est parce que je suis maintenant une personne âgée. Si ce n'était pas le cas, on allait déjà commencer à montrer l'exemple, c'est ce qu'il faut faire. Et si vous créez des partis comme ça, qui n'ont pas de couleur ethnique, les Congolais vont s'y retrouver et ils viendront. Et quand il s'agira de cotiser, les gens vont cotiser parce qu'ils savent qu'il y a une cause à défendre là. Et chacun aura son compte. Le compte, c'est pas seulement, voilà, c'est vous qui êtes là au bureau, c'est vous qui serez des députés, des sénateurs, on va vous nommer ici, des ministres, des trucs. Pourquoi est-ce que les gens vont venir perdre leur temps pour vous? C'est pas ça. Changeons, ne copions pas, ne soyons pas des copies de l'Occident. Nous pouvons aussi initier. Réfléchissons et initions et essayons un peu de mettre les choses qui conviennent, qui nous conviennent, pas qui conviennent aux autres. Mais tant que nous ferons comme ça, eh bien ma foi, comme on l'a dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Hein? Et puis, tel que la politique se fait chez nous, c'est ce qu'on appelle la politique du ventre. Chacun va là où il y a quelque chose. Et là où il y a quelque chose, c'est le parti au pouvoir. Alors, tout le monde est là-bas. C'est tout. Point à la ligne. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi est-ce que je vais aller dans les partis là où on meurt de faim si là-bas, je peux avoir quelque chose à manger. Ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, madame, une chose, je comprends très bien ce que vous dites, mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est quand vous dites que dans nos pays, on n'a pas besoin, Parti socialiste, Parti républicain, c'est comme si l'Africain n'a pas le droit à la liberté, ni à la socialisation, ni à être socialiste ou à être capitaliste. Ça réduit un peu, ça se rapproche un peu de Sarkozy qui pense que l'Africain n'a pas le droit de rentrer dans l'histoire. C'est mon point de vue personnel. Je pense que dans tous les pays, j'ai fini, madame, excusez-moi, mais les causes peuvent être défendues sous forme de ONG, d'associations, mais les partis politiques peuvent représenter les aspirations des peuples. Je répète, Caius, le français n'est pas notre langue. Le français est une langue d'adoption. Il faut que nous sachions comprendre et analyser les mots en français. Qu'est-ce que ça signifie républicain? Dans ce cas, on peut créer le parti des Batéké, le parti des Larry, le parti des Moshi, si c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie socialiste? C'est ce que vous voulez? Qu'on crée le parti des Moshi? Moshi? Ça signifie communiste. Ce que je veux dire, c'est tout simplement ceci. C'est que quand quelqu'un arrive dans un parti, parce que effectivement, il y a des associations, des partis, les partis politiques, etc., l'association culturelle. Non. Ce que je veux dire, c'est que si un parti, comme on parle des partis écologistes ici, on défend la nature, c'est pas une association, c'est un parti. Au départ, c'était des associations. Hein. Après, ils ont compris qu'il faut, pour aller dans le domaine politique, pour qu'on se fasse mieux écouter, on va créer un parti écologiste. C'est un parti. Pourquoi nous ne pouvons pas, le parti des travailleurs, ça existe. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre des noms qui sont compris par tout le monde? Parce que même moi, si tu me dis républicain, je ne saurais pas ce que ça veut dire. C'est quoi? Républicain. Bon, socialiste, on va dire quoi? Parce qu'on défend le social et le travailleur, il défend quoi? C'est pas le social? Je dis tout simplement qu'on mette les noms des partis qui défendent des causes et que quand les gens viennent, ils savent quelle cause ils défendent. Parce que si tu poses la question à quelqu'un qui vient rentrer dans ton parti républicain, bon, quelle est la cause qu'il défend? C'est pour dire que je suis républicain, j'aime la liberté et je ne sais pas quoi? La liberté, même dans un parti des travailleurs, on défend sa liberté, hein, et la justice. Et c'est même là le parti des travailleurs. Je dis, créez un parti des travailleurs, vous allez avoir tous les travailleurs du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays. Continuez à créer vos petits partis ethniques, vous serez entre vous. D'accord. Madame Miaka, je vous demande de nous expliquer. Quand vous, c'est pas de la division ni de l'opposition. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vous qui êtes militante et active, quand vous rencontrez les autres communautés, que vous regardez votre communauté, est-ce qu'on peut dire que le niveau de mobilisation, il est comparable? En tout cas, ici, quand on regarde à Londres la mobilisation des anglophones, je peux vous dire que pour avoir vu les Ghanéens et les Nigériens battre campagne, partis d'opposition, partis au pouvoir, ils viennent en Angleterre, ils organisent des soirées et ils mobilisent leur diaspora qui finance, qui donne de l'argent aux partis
Et je peux vous dire qu'ils donnent, non pas seulement ce jour-là, mais que sur l'année, ils cotisent. Il y a des gens depuis l'étranger, sont membres des partis politiques. Est-ce que quand vous comparez la mobilisation chez vous, quand vous êtes dans les manifestations en France, vous pouvez dire que oui, nous, Africains, nous sommes tous à la même hauteur, nous sommes tous dans un combat qui nous emmène vers la libération. Bah, non. Moi, les partis en France, ou tu parles des partis au niveau de la Côte d'Ivoire? Je parle de la différence qu'il y a entre les partis africains de la Côte d'Ivoire, de votre mobilisation à vous, et quand vous regardez les autres pays francophones qui sont en France, vous pouvez dire que la mobilisation est la même, les organisations sont les mêmes, et les problèmes sont les mêmes. Ou est-ce que vous considérez aussi que, bon, la Côte d'Ivoire, il y a quand même un niveau un peu plus au-dessus, l'Afrique de l'Ouest, comme on le voit, le Mali, et ben nous, avant, on pensait que le Mali, c'était des gens qui n'étaient pas courageux, ben on regarde aujourd'hui, c'est les plus courageux par rapport à certains pays francophones. Hein. Bon, moi, je peux dire vraiment que la mobilisation au niveau de la Côte d'Ivoire, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est quand même assez avancée dans sa mobilisation contre toute forme de dictature. Hein, parce que quoi qu'il se passe en Côte d'Ivoire, tu verras toujours la population qui est assez mobilisée derrière une cause nationale. Voilà. Après, bon, on peut en discuter pendant longtemps, mais au niveau de la mobilisation pour défendre l'intérêt national, l'intérêt général, en Côte d'Ivoire, il y a assez de mobilisation. On est assez impliqué, assez éveillé, et puis regardant sur les mobilisations voilà, nationales. Moi, je ne le constate pas ici en France, pour tout dire. Moi, je ne le constate pas ici en France, par exemple, pour les autres pays. Ça se trouve, bon, je ne suis peut-être pas en contact avec tous les pays, peut-être c'est pour ça, mais pour autant, aujourd'hui, avec l'existence, l'apparition des réseaux sociaux, on se connaît, on se parle un peu à travers les réseaux. Quand il y a les mobilisations, on le sait plus ou moins. La preuve, il y a quand même pas mal de pays africains qui sont informés via les réseaux, TikTok et autres, de toutes les mobilisations que nous avons faites, que nous faisions contre le 4e mandat du président Ouattara. Donc, au niveau de la mobilisation en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du pays comme de la diaspora, je pense que il y a beaucoup plus d'activités, ça se lit, ça se sent, ça se vit beaucoup plus par rapport aux autres pays. C'est ce que je peux dire. Parce qu'on a les mêmes problématiques, on a les mêmes problèmes, mais pour autant, si je prends le cas de l'Afrique centrale, bon, le Congo, la RDC, enfin, c'est pas la RDC, c'est le Congo, Kinshasa par exemple, avec tout ce qui se passe, j'ai vu très peu de mobilisation, très peu de mobilisation. Pour autant, j'ai des contacts avec les ressortissants de ces pays, mais j'ai vu très peu de mobilisation, très peu. Donc, alors, autre question. Est-ce que chez vous, est-ce que vous avez les mêmes problèmes que l'on dit ici, hein, que M. Mme Opou et M. Gaïno? Est-ce que en Côte d'Ivoire, les partis se regroupent ou les adhérents qui sont membres sont catalogués ou comment on dit ça, adhèrent par inspiration ethnique? Est-ce que c'est le même problème qu'on retrouve dans plusieurs pays, hein? L'ethnie est beaucoup plus le repère d'adhésion que n'est le programme, comme l'a souligné M. Gaïno. Bon, vous savez, la force, la technique, la règle de diviser pour mieux régner a toujours voulu opposer le même peuple, a toujours voulu enfermer un peuple dans des enclos ethniques, religieux, régionaux, etc. Franchement, en toute honnêteté, j'ai envie de dire, les oppositions en Côte d'Ivoire, c'est pas par groupe ethnique, c'est pas du tout. Quoi qu'on veuille nous le faire comprendre, mais c'est pas ce qui prime, c'est pas ce qui se discute. Voilà, on n'est pas d'opposition via Tiam parce qu'on est voilà. C'est pas ce qui prime. Ce qui prime, c'est l'opposition en faveur d'un parti par rapport à ses idées, par rapport à son combat. Nous, on n'est pas enfermés dans des enclos ethniques. Quoique la politique de diviser pour mieux régner
a voulu le faire. Cette politique l'a fait en Côte d'Ivoire, parce que quand on voit le nord du pays, mais encore le nord du pays est enfermé dans cette politique, est enfermé sur le plan religieux, est enfermé, bon, je dirais beaucoup plus sur le plan religieux, parce que même si c'est sur le plan ethnique, non, elle est plutôt enfermée sur le plan religieux, dans le sens que la personne a un nom musulman, il faut que je le soutienne. Mais en vrai, ce n'est pas l'Ivoirien du Nord qui réagit comme ça. C'est l'Ivoirien, par exemple, un musulman ivoirien qui a été adopté par la Côte d'Ivoire, qui est venu du Mali, du Sénégal, de la Guinée, du Niger et tout. Lui, il s'enferme dans des enclos religieux. Mais les enclos ethniques, ça n'existe pas. Même pas les enclos ethniques. Au niveau de toute la Côte d'Ivoire, de façon générale, on n'est pas enfermé dans des combats de militantisme ou de combats politiques par rapport aux enclos ethniques. On n'a pas ça là-bas. Non. D'accord. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, si les gens se comparent, regardent, l'Afrique subit les mêmes effets, la division qui vient du colon, qui ramène les problèmes au niveau ethnique, et qu'il est du devoir des leaders politiques d'opposition ou même de ceux qui sont au pouvoir, de pouvoir travailler à éradiquer ce phénomène de division. Mais on peut aussi dire que ça sert certains leaders politiques, que cette division persiste, et donc de facto, on ne va pas s'en sortir. Malheureusement, oui, mais ça, franchement, moi, je me dis, être enfermé dans des enclos, effectivement, religieux, ethniques, ça va pas aider le pays à s'en sortir. Hein. Ça va pas aider du tout, parce que c'est le pire qu'on puisse faire à l'Afrique. Hein. C'est le pire qu'on puisse faire connaître à un pays, parce que ça limite le combat, ça circonscrit le combat à un niveau. En fait, on se trompe de combat, d'objectif. Voilà. Parce qu'on soutient tel ou tel parce qu'il est de ma région, ça ne veut absolument rien dire. Tel ou tel qui est de ta région, malgré ça, il est congolais. Qu'il soit du nord, du sud ou de l'ouest, de l'est, il est congolais. Tout simplement. Là, on parle de l'intérêt général. Parce que soutenir quelqu'un parce qu'il est de ta région, c'est tellement aussi aberrant que de dire... voilà, c'est pas parce qu'il n'est pas performant, il n'est pas bon, il ne sera pas bon dirigeant forcément parce qu'il est de ta région. Il sera bon dirigeant parce qu'il aime son peuple, parce qu'il aime son pays. C'est tout simplement ça. Donc moi je trouve ça absurde, et c'est malheureux que cette politique a pu gagner du terrain en Afrique. C'est malheureux parce que je sais qu'au Congo ça a gagné du terrain. Je sais qu'au Cameroun, ça a gagné du terrain, mais c'est beaucoup moins en Afrique de l'Ouest. Je trouve que c'est beaucoup moins en Afrique de l'Ouest. Ça a beaucoup d'impact en Afrique de centrale, si je vais dire, mais qu'en Afrique de l'Ouest. Parce qu'il n'y a que de chez vous, quand j'ai commencé à connaître la politique de l'Afrique de centrale, que j'ai connu qu'il y avait ce problème d'appartenance à tel homme politique par rapport aux ethnies. C'est comme ça que je l'ai connu. Mais sinon, en Afrique de l'Ouest, c'est très peu, c'est pas connu. C'est pas vécu là-bas comme ça. C'est dommage, mais bon. D'accord. Je vous remercie beaucoup.